tous. Donc, je remercie avant tout les organisateurs pour leur invitation et leur confiance. Moi, je suis radiologue, nul n'est parfait. Je vais vous parler donc de l'imagerie des nerfs en insistant bien sûr davantage sur l'échographie. On avance? On avance pas. Ça doit être celui-là. Yes. Donc un nerf, vous le savez tous, c'est un câble électrique finalement dont les fils de cuivre sont remplacés par les fascicules nerveux. Comme vous le voyez ici sur cette coupe axiale d'un nerf médian au niveau de l'avant-bras, mais ça pourrait être n'importe quel nerf à n'importe quel endroit. Les fascicules nerveux donc, sont hypoéchogènes et ils sont entourés par du tissu qui est hyperéchogène, qui ne correspond pas à du plastique bien sûr, mais au tissu conjonctivo-vasculaire très important qui constitue les gaines endonèvres, périnèvres et épinèvres. Vous voyez sur cette coupe histologique que finalement l'image qu'on obtient d'un nerf est assez proche de cette histologie en échographie. Donc un nerf normal, c'est bien visualisé en échographie si on a un matériel suffisamment performant. Un nerf normal est donc en principe rond ou plus souvent ovalaire à la coupe, comme ici. Tous les fascicules nerveux sont donc ces petits points hypoéchogènes au sein d'un tissu hyperéchogène et d'une couronne graisseuse périphérique également hyperéchogène. Donc ici, c'est un nerf médian au niveau du canal carpien, mais là encore, ça pourrait être n'importe quel autre nerf. En coupe longitudinale, on retrouve cet aspect de fascicule nerveux hypoéchogène dans une atmosphère hyperéchogène. Un élément important sur la normalité d'un nerf périphérique, c'est qu'il conserve un calibre régulier et des bords parallèles sur l'ensemble de son trajet le long du membre jusqu'à sa division. Cette structure interne du nerf est beaucoup moins bien visualisée en IRM où la résolution spatiale est moins importante. Vous avez ici, on reste au niveau d'un poignet, au canal carpien, le nerf médian, et oui, il est là. Le nerf ulnaire dans la loge de Guyon, même s'il est plus petit, vous voyez qu'on discerne mieux ses fascicules parce qu'on est dans une atmosphère graisseuse. Et évidemment, plus le nerf est gros, plus ça sera facile de le voir, comme ici, ces nerfs sciatiques à hauteur des ischions. Alors un nerf qui souffre maintenant, un nerf anormal, à quoi ça ressemble? Eh bien évidemment, ça va dépendre de la pathologie considérée. On va regrouper schématiquement 5 types de pathologies. Le plus fréquent, c'est la compression avec tous les syndromes canalaires, éventuellement associés à une instabilité. Les pathologies inflammatoires et infectieuses, les pathologies tumorales, et on finira avec les traumatismes en appuyant surtout sur les images échographiques. On commence par les syndromes canalaires. Donc, je vous rappelle qu'un nerf normal, c'est donc une structure de calibre régulier sur l'ensemble de son trajet en vue longitudinale. En coupe transversale, où qu'on soit, on a une structure hétérogène avec des petits points noirs sur un fond blanc. Et si c'est un nerf moteur, son territoire musculaire en aval est de taille et d'échogénicité de structure normale. Quand on a affaire à un syndrome canalaire, j'ai repris cette diapo que je dois à Gérard Morvan et qu'on a déjà utilisée dans plein de congrès d'imagerie parce qu'elle est très explicite. Un syndrome canalaire, où qu'il soit, quel que soit le nerf, quelle que soit la topographie, il faut imaginer que le nerf passe dans un rouleau compresseur. Et donc, au niveau de la compression, son calibre est anormalement raplapla, petit, alors qu'en amont et parfois aussi en aval, il va être œdémacié, donc augmenté de volume. Il va être, du fait de cet œdème, anormalement homogène, hypoéchogène. Donc on perd cette différenciation, il sera tout gris. Il y aura éventuellement une hyperémie Doppler à l'intérieur qui est liée à une distension des vasa nervorum que normalement, dans l'état actuel de la technologie, en principe, on ne voit pas à l'état normal. Et enfin, si c'est un nerf moteur et que la pathologie dure depuis suffisamment longtemps, on aura des signes de dénervation musculaire en aval. Alors, on va prendre l'exemple du canal carpien, puisqu'évidemment, c'est le plus répandu et celui qui a été le plus largement étudié dans la littérature, qui est assez abondante sur le sujet depuis maintenant assez longtemps. Actuellement, les critères les plus importants sont ceux qui ici sont en rouge dans le diagnostic positif du syndrome du canal carpien en écho, avec comme critère morphologique cette notion de différentiel de surface de section entre la mesure du nerf ici au niveau du canal carpien
et juste en amont, au niveau du carré pronateur, donc à la distalité de l'avant-bras. Si on a une différence de surface de plus de 2 mm², c'est un argument en faveur du diagnostic du syndrome du canal carpien. Les autres critères, eux, témoignent de l'altération de la structure du nerf et donc de la souffrance nerveuse, avec l'hypoécogénicité du nerf et la perte de son aspect fasciculé. Vous voyez ici un nerf qui est anormalement tout gris et mal différencié par rapport aux images que je vous ai montrées avant. Et puis, la possibilité d'une hyperémie intraneurale, pas toujours aussi spectaculaire que sur cette diapo. Finalement, la place de l'imagerie dans les syndromes canalaires, elle n'est pas tellement dévolue au diagnostic positif qui, en principe, devrait être fait sur la clinique, aidé par l'électromyogramme qui va aussi apprécier la sévérité. Mais vraiment, la force de l'imagerie réside dans le diagnostic étiologique parce que ça, même un EMG ne va pas vous dire qu'est-ce que c'est qui appuie sur le nerf et tous ne sont pas idiopathiques. Donc finalement, nous, on va regarder le nerf, mais on va aussi et surtout regarder tout ce qui se passe autour, puisque ce qu'on va chercher à déterminer, c'est qu'est-ce qui prend de la place autour du nerf et qu'est-ce qui va le comprimer. On reste ici sur un exemple au canal carpien avec cette ténosynovite défléchisseur dans le cadre d'une polyarthrite rhumatoïde, ici en longitudinal, avec le nerf qui est ici. Si on baisse la lumière sur le podium, vous verrez peut-être mieux les images. Ici, une autre cause, là encore très fréquente, mais vous voyez qu'elles sont nombreuses, c'est un kyste du plancher du canal carpien qui, là encore, va induire ce syndrome canalaire. On change tout à fait de topographie et aussi de contexte, avec ici un jeune sportif qui s'est fait une lésion myoaponévrotique des ischio-jambiers, avec, vous voyez, ce gros hématome. Vous savez que le nerf sciatique est satellite du long biceps sur tout son trajet à la cuisse, et on imagine bien que ces lésions musculaires des ischios donnent volontiers des sciatiques tronculaires, alors soit en phase aiguë quand il y a un gros hématome comme ça, soit surtout sur les cicatrisations musculaires quand elles ne sont pas de bonne qualité. Un autre exemple ici, sur un nerf interosseux postérieur à l'avant-bras, vous avez ici le côté normal avec le nerf, la branche du nerf radial donc, qui rentre entre les deux faisceaux du muscle supinateur, et du côté pathologique, vous voyez cette masse très hyperéchogène qui refoule le nerf en surface. Vous le voyez ici sur le balayage, et hop, on voit sa déviation. Et on retrouve ce lipome donc, sur les coupes de scanner et ici l'involution des muscles extenseurs à la face postérieure de l'avant-bras. Une autre topographie très classique, c'est le nerf fibulaire commun. Ici, c'était un enfant de 13 ans qui était adressé en écho après l'électromyogramme. Il avait un déficit d'extension du gros orteil depuis plusieurs mois, sans trauma, sans troubles sensitifs. Et donc, l'EMG avait montré des conductions normales au col de la fibula, sur le nerf fibulaire commun. Effectivement, en écho, nous aussi, on a un nerf tout à fait normal. Et on nous demandait donc de chercher un tunnel tarsien en aval, vu la symptomatologie. En fait, on se rend compte que dès qu'on a passé le col de la fibula, vous voyez la métaphyse, il y a une déformation de la surface osseuse avec une calotte cartilagineuse ici. Le nerf fibulaire profond est juste après la division qui est épaissi. Ici, vous avez le côté opposé. Et donc, cette anomalie ici était tout à fait évocatrice d'une exostose métaphysaire supérieure de la fibula qui a été confirmée par la radio. Dernier exemple pour les syndromes canalaires, je vais vous parler du nerf ulnaire au coude parce que là encore c'est une pathologie fréquente et avec une spécificité qui est celle de l'instabilité du nerf ulnaire. Donc vous avez sur cette image toujours l'aspect longitudinal, la distalité est ici, le nerf ulnaire qui est normal jusque-là. On est à hauteur de l'arcade du fléchisseur ulnaire du carpe et vous voyez qu'en amont, le nerf est épaissi, complètement hypoéchogène. Chez cet autre patient, vous voyez ici un nerf ulnaire au bras qui est tout à fait bien différencié, de calibre à 8 mm². On descend, on arrive à la gouttière et vous voyez que le nerf, là, il est tout gris, 2 fois plus épais. Et quand on fait faire la manœuvre dynamique de flexion du coude, en flexion complète au patient, on voit que le nerf est passé en avant de l'épicondyle médial et qu'il y a une variante musculaire avec un enconé accessoire. Alors, la vidéo va-t-elle passer? Yes. Donc ici, on part en extension, flexion, et vous voyez le nerf qui passe ici en avant. Donc vous savez que cette instabilité du nerf, elle n'est pas forcément pathologique, on la voit chez à peu près 15 à 20% de la population, mais c'est un facteur favorisant de syndrome du tunnel ulnaire. On change de registre pathologique avec les neuropathies inflammatoires.
Donc là, ce n'est pas des pathologies très échographiques, hein. On fait plutôt appel à l'IRM. Vous avez ici l'exemple d'une polyradiculonévrite chronique au niveau du plexus brachial. Vous voyez ce plexus brachial très hypertrophié en hypersignal stir des deux côtés comparativement à une imagerie normale. On peut quand même faire de l'écho du plexus brachial, mais c'est une imagerie quand même très spécialisée. On en avait fait ici dans le cadre d'une thèse. C'est le même patient. Vous voyez les racines cervicales qui étaient particulièrement épaisses. Il faut savoir que les racines, elles n'ont pas la même structure que le nerf périphérique. On ne voit pas du tout de fascicule à l'intérieur. Neuropathie infectieuse, il n'y en a pas 10 000, hein, il y en a une, c'est la lèpre. Alors on en voit à nouveau un peu en métropole liée aux migrations et notamment aux étudiants mahorais. Vous savez qu'il y a un foyer endémique à Mayotte. Ici, ce jeune homme qui avait cénodosité cutanée et des douleurs neuropathiques, en particulier dans le territoire du nerf ulnaire. Vous voyez ici au coude ce nerf ulnaire absolument énorme qui est à 50 mm². La norme, c'est 8 à 11. Et en coupe longitudinale, un gros nerf qui ressemble à rien, à vrai dire. Hein, voilà. La pathologie tumorale maintenant en imagerie des nerfs. Alors en écho, c'est ultra simple. Une tumeur nerveuse, c'est une boule dans laquelle rentre un nerf d'un côté et le nerf ressort de l'autre côté. Donc si on connaît l'anatomie et qu'on sait où passent les nerfs, c'est très facile de reconnaître une tumeur nerveuse en imagerie. Vous en avez ici l'exemple donc de la morphologie habituelle, ovalaire à grand axe de grand axe dans l'axe du nerf, avec ici le nerf qui rentre dans la masse et qui ressort de l'autre côté. Ici, c'est un petit schwannome du nerf radial. On peut avoir malheureusement des tumeurs beaucoup plus catastrophiques, comme les tumeurs malignes des gaines nerveuses périphériques. Ici, un sarcome du nerf sciatique. Vous voyez bien que c'est une tumeur de la gaine parce que les fascicules nerveux sont refoulés en périphérie. Hein, et ici, donc, le nerf sciatique en coupe coronale. Les neurofibromatoses ne sont pas non plus en principe très échographiques, si j'ose dire, mais parfois on voit des patients un peu par accident. Ici, un patient qui m'avait été adressé pour une écho de la main à la recherche d'une fibromatose de Dupuytren. Et en fait, à l'écho, il n'y avait pas du tout de fibromatose, mais deux petites masses qui étaient d'ailleurs bien douloureuses à l'appui de la sonde et qui, à l'évidence, étaient branchées sur des rameaux issus du nerf médian. Et en fait, en interrogeant ce patient, il avait déjà eu plein de résections de petites boules un peu partout sur les extrémités. C'était manifestement une neurofibromatose. Donc, c'est des pathologies qu'en imagerie, on image plutôt en corps entier. Donc, soit à l'IRM, soit d'ailleurs préférentiellement en TEP scan, avec parfois ces localisations assez énormes et catastrophiques de neurofibromes plexiformes, ici au niveau plexus cervical, ici au plexus lombaire, et tous ces neurofibromes diffus, il y en a vraiment de partout, des superficiels et puis des profonds. On va terminer avec la pathologie traumatique des nerfs. Donc, évidemment, des degrés de gravité extrêmement variables et aussi des causes de traumatisme extrêmement variables aussi, traction, compression, des plaies, des lacérations directes, contusions et même des lésions possiblement iatrogènes. Je n'aurai pas le temps ici de vous parler d'une entité un peu plus récente, le syndrome de torsion des nerfs, qu'on voit parfois au membre supérieur, mais qui est encore un peu, work in progress pour nous. Évidemment, l'objectif de l'imagerie, ça va être d'aider à classifier ces pathologies nerveuses dans leur gravité pour essayer de voir un petit peu la conduite à tenir thérapeutique et puis évaluer un peu le pronostic. C'est pas toujours facile. Les neurotmnésies sont rarement référées en imagerie parce qu'il y a souvent une exploration chirurgicale directe. Le challenge pour nous, ça va être de différencier le nerf finalement normal, uniquement refoulé, comprimé, des neurapraxies et éventuellement aider au diagnostic des atraunomnésies. Alors, dans les grands pourvoyeurs de lésions traumatiques, il y a bien sûr les fractures et dans des topographies particulières comme la diaphyse humérale avec le nerf radial. Chez ce patient qui avait eu cette ostéosynthèse qu'on va qualifier d'un peu hasardeuse en Afrique et qui était rapatrié avec un déficit complet du nerf radial, en fait, l'écho a permis de montrer que le nerf, il est là, il est simplement refoulé ici au niveau du foyer de fracture sur la petite écaille déplacée. Et il reste à distance respectable des fils de cerclage qu'on voit ici, métalliques, avec leur petit artefact de réverbération. Je ne sais pas si vous le voyez bien, moi, là, je ne le vois pas.
Donc là, c'était une neurapraxie, hein, toute simple. À l'inverse, chez ce patient avec une ostéosynthèse un peu plus académique, et ce jeune homme avait là encore un déficit apparu en post-opératoire complet. Et là, par contre, on visualise le nerf qui rentre dans le foyer de fracture. Vous le voyez ici en distalité. Et cette petite écaille corticale, la coupe transversale qui est là, elle est faite ici. Et vous voyez les fascicules nerveux qui rentrent ici sous la corticale. Donc c'est un nerf qui est incarcéré dans le foyer de fracture ici. Cette image, pour vous montrer que l'échographie a un énorme avantage par rapport à l'IRM, c'est l'absence d'artefacts liés au métal. Donc ici, chez cette patiente qui avait une fracture des deux os de l'avant-bras ostéosynthésée, elle avait été adressée à l'IRM évidemment un peu par erreur. Et en échographie, son déficit sensitif du territoire radial avait pu être exploré de façon plus simple, où là on voit le radius, les vis qui sont à distance de la branche sensitive du nerf radial, qui est plutôt noyée dans un processus de fibrose et pas directement lésée. Autre topographie habituelle, c'est les fractures de l'apex fibulaire, comme chez ce jeune patient, avec un déficit complet du nerf fibulaire commun. Il avait bénéficié d'un scanner du fait de la fracture de plateau tibial concomitante. Vous voyez ici toute l'infiltration œdémato-hémorragique de la région du genou. Et en fait, le nerf fibulaire commun, il est là. Il ne faut pas que je tremble. C'est le petit point qui est là-dessous. D'accord ? En fait, on nous avait demandé une échographie qui a été faite à J9 après l'ostéosynthèse, telle que vous la voyez ici. En fait, c'est précoce. On a encore beaucoup d'infiltrations œdémateuses, hémorragiques. Et dans cette atmosphère, c'est très difficile, même sur un nerf aussi superficiel, et même quand on a l'habitude, de déterminer, de faire vraiment un bilan des lésions nerveuses. On voit juste qu'il n'y a pas de neuroptmésis, le nerf est en continuité. Après, est-ce qu'il y a bien des fibres là-dedans ou juste les binèvres? C'est très difficile à déterminer. Autre cas ici d'une jeune femme qui avait un déficit complet du nerf ulnaire depuis 1 an, depuis une chute sur le coude avec une petite plaie tout à fait minime. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est là, vraiment un petit bobo de rien du tout qui n'a jamais été exploré. Et en fait, à l'écho, on tombe sur une espèce de cicatrice sous-cutanée un peu hypertrophique, et dessous, le nerf ulnaire, il est là, et il n'est plus là. Il y a peut-être quelques fibres nerveuses en profondeur. Donc là, il y avait une vidéo, là voilà, cette plaie du nerf. Donc aussi, voilà la cicatrice, le nerf lésé, et après à l'avant-bras, on reprend un nerf normal. J'ai eu un peu un temps de retard, si ça repasse. Voilà le nerf au bras, après on passe à la gouttière, le nerf complètement abîmé, au-dessous de la cicatrice, et après un nerf qui reprend un aspect fasciculaire. Un dernier cas d'une patiente qui avait fait une chute de VTT avec une réception sur la paume de la main il y a plusieurs mois, et qui conserve des douleurs du bord ulnaire du petit doigt. Ce que l'échographie nous montre bien, alors oui, on est sur un petit doigt, sur l'interphalangienne proximale. C'est ce petit nodule ici en coupe longitudinale. Ici en coupe axiale, on est à la face palmaire, les tendons fléchisseurs. Et cette petite boulette ici qui correspond à un petit névrome. Il y a la vidéo de ce névrome post-traumatique. Non, ça ne veut pas passer, je suis désolée. Non. Donc l'écho-diagnostic des nerfs, c'est super, on voit plein de choses, mais évidemment, comme toutes les techniques, il y a des limites qui sont liées premièrement à l'opérateur. C'est une imagerie qui est quand même spécialisée. Il faut bien connaître l'anatomie des nerfs, bien connaître leur pathologie aussi, et avoir une technique d'examen rigoureuse et prendre le temps. On peut avoir des limites liées à l'appareillage aussi. On ne peut faire de l'écho des nerfs que sur des machines quand même relativement haut de gamme, avec des sondes de haute fréquence, voire d'ultra haute fréquence si on regarde des tout petits nerfs très superficiels. Et bien sûr, il faut que votre machine soit bien réglée pour faire ça. On peut avoir aussi des limites liées au patient, notamment la corpulence, quand on veut regarder un nerf bien profond chez un sumo ou simplement chez un pilier de rugby, c'est parfois compliqué. Le contexte post-opératoire peut poser aussi certains problèmes, notamment s'il y a des pansements, des drains partout, s'il y a de l'air en sous-cutané et si le patient est hyperalgique. Et puis même à plus long terme en post-opératoire, on peut être tout à fait gêné par la modification des repères anatomiques. Des fois, on est un peu perdu. Je vous montre ici cet exemple un peu caricatural d'un patient
qui avait été amputé à l'adolescence, enfin même désarticulé, sur un sarcome des wings du fémur. Et on me demandait de faire une écho parce qu'il avait des douleurs et on voulait voir si elles étaient en lien avec son névrome d'amputation du nerf sciatique. À l'écho, j'ai rien vu. J'ai jamais trouvé son nerf. Vous voyez qu'ici, il y a les repères anatomiques, il n'y en a plus. Tous les muscles sont complètement graisseux. Il n'y avait que de la graisse. J'étais complètement perdue. Donc à l'IRM, évidemment, par contre, ce névrome du sciatique, ici, ce névrome d'amputation saute aux yeux. Et on a pu ensuite reprendre le patient en écho à la lueur de ces images pour lui faire un test anesthésique et confirmer que c'était bien ça qui lui générait les douleurs. Et puis enfin, il y a des limites liées à la technique échographique et finalement, ce qui est bien, c'est qu'on a une alternative qui est l'IRM quand on veut faire de l'imagerie des nerfs. Et parfois, ce n'est pas seulement une alternative par défaut, mais il y a des patients qui doivent être vraiment référés directement en IRM. Je vous montre juste l'exemple du syndrome de Parsonage-Turner. Là, c'est vraiment pas la peine de faire une écho parce que les nerfs seront normaux. Et ce qu'on va voir, ce qu'on cherche à voir, c'est cet hypersignal inflammatoire œdémateux en T2 façade des muscles dans le territoire atteint. Et ce n'est que très à distance qu'on aura une amyotrophie, une involution graisseuse qui, elle, pourra apparaître en écho ici dans le même territoire par rapport au côté opposé. Donc vraiment, il ne faut pas non plus être échographo jusqu'au boutiste, mais parfois, il faut savoir prendre un autre chemin. Donc, quels examens demander? La technique de choix, c'est vraiment l'échographie dans l'immense majorité des cas au niveau des membres, parce que l'écho est bien plus pratique à réaliser, plus complète. On peut passer d'un côté à l'autre facilement pour comparer. Elle est dynamique. On peut faire plein de manœuvres dynamiques qui sont très utiles. C'est un examen, vous le savez, qui est très clinique, palpatoire. Ça va beaucoup nous aider. Et on peut voir des nerfs extrêmement fins. Et last but not least, il n'y a aucun artefact avec le matériel d'ostéosynthèse. Ça va être très fréquemment utile. À l'inverse, l'IRM sera à privilégier quand on veut regarder des nerfs très proximaux au niveau du tronc et des ceintures, parce que les nerfs à ce moment-là seront plus profonds, souvent plus difficiles à analyser en échographie, voire cachés par des interpositions osseuses. Ils sont plus gros, donc finalement le manque de résolution de l'IRM n'est pas très gênant et on a souvent moins besoin de manœuvres dynamiques. Ici, juste un petit exemple de cette masse du carrefour ischio-fémoral qui est générée en position assise, bien sûr, une sciatique tronculaire invalidante pour ce patient. Cette lésion s'est avérée une métastase inaugurale d'un cancer du poumon, une métamusculaire. Et évidemment, je pense que ça aurait été très difficile de diagnostiquer ça de façon pertinente à l'écho. Juste une petite diapo pour l'échographie interventionnelle des nerfs. Les radiologues aussi mettent des aiguilles un peu partout maintenant. Et on fait notamment pas mal d'infiltration du canal carpien comme ici. Des tests anesthésiques aussi. Ici l'exemple de cette jeune femme qui avait été amputée au niveau de l'avant-bras avec des douleurs qui gênaient l'appareillage et des névromes terminaux évidemment sur tous les nerfs du membre supérieur. On avait un peu de mal à savoir ce qui lui faisait le plus mal. Ici le névrome du médian qui avait pu être infiltré avec ce test anesthésique qui a permis ensuite une thermoneurolyse. Donc pour finir, eh bien, l'imagerie des nerfs périphériques c'est très souvent utile, pas forcément pour le diagnostic positif, mais surtout pour les diagnostics topographiques précis, étiologiques et éventuellement les diagnostics différentiels avec d'autres problèmes. Mais il faut bien connaître l'anatomie, bien connaître ses pathologies, l'anatomie et ses variantes, parce qu'il y a aussi plein de variantes des nerfs, et choisir l'examen le plus pertinent entre l'écho et l'IRM. Je vous remercie et bienvenue en Auvergne à tout le monde.